Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match PSG Lens ce soir au Parc des Princes et puis on parlera un petit peu de mercato dans cette vidéo, mais avant commençons par le retour d'un choc de ces dernières années dans notre bonne vieille Ligue 1, PSG Lens avec deux équipes qui font pas un début de saison très fameux, nous nos deux matchs nuls contre Lorient et Toulouse, et les Lensois, une défaite, un match nul, 14e au classement. Ça n'en reste pas moins ce soir une grande affiche. Luis Enrique a dit qu'il l'a considéré comme un match de Ligue des Champions, même si, soyons clairs, ce match se joue beaucoup trop tôt dans la saison. Je commencerai par là. Le calendrier concocté par la Ligue cette année est tout bonnement lamentable. J'ai une dent contre ça. Je le répète très souvent dans mes vidéos. Et j'ai encore plus le seum après avoir laissé 4 points contre Lorient et Toulouse, deux équipes abordables. Parce que là, victoire obligée ce soir en fait. Contre Lens, ensuite on va jouer Lyon, ensuite trêve internationale Nice, Clermont, Marseille et Rennes, début octobre. Je ne sais pas si on se rend compte, le début de saison sur les chapeaux de roue que la Ligue nous a préparé. Alors on a Lee Kang-in, Gonzalo Ramos qui sont déjà out. Voilà, dans les autres clubs, on voit un nombre anormal de blessures. Là, on ne peut pas parler d'enchaînement des matchs puisque les mecs se pètent dès le début de la saison. Bon bref, il y a un espèce de mouvement paranormal dans le foot avec tous les croisés qui se sont faits ces dernières semaines et ça pose beaucoup de questions. Dans cette conjoncture, la Ligue a eu la très bonne idée de nous mettre plein de chocs dès le début. Par exemple, le PSG Lens, d'habitude, tu le joues début décembre, au moment où les équipes sont... Normalement, c'est un des pics de forme de la saison. Là, fin août, ils sortent de la préparation, soyons très clairs, à la 70e, les mecs, ils seront cramés, quoi. Voilà, ils auront des crampes, ils vont s'étirer sur le terrain, les remplaçants vont pas faire de différence parce qu'ils n'ont pas de rythme, c'est le début de la saison. Et même pour la Ligue, en fait, ça va pas être une bonne pub en matière de spectacle. Voilà, tout simplement. Exemple Mbappé, s'il est titulaire, je pense qu'en deuxième mi-temps, il risque de ne pas avoir toute sa lucidité. Déjà que sur les 25 minutes qu'il a joué contre Toulouse, tu voyais déjà que tu avais un joueur en manque de rythme. Bah là, ce soir, je pense que ce sera encore plus criant. Donc voilà, c'est très très dommage parce qu'en plus derrière, tu enchaînes sur Lyon, Nice, le Classico qui a été avancé d'un mois par rapport aux autres saisons. Ça, pareil, c'est très peu compréhensible. Et Luis Enrique a du pain sur la planche. Notre entraîneur, qui s'est présenté en conférence de presse hier, il y a beaucoup de choses à en dire parce que beaucoup de supporters ont été déçus. D'abord, je commencerai par le fait qu'il se soit excusé par rapport à son analyse à chaud qu'il avait fait la semaine dernière après Toulouse. Je reviendrai là-dessus parce que ça a fait beaucoup de bruit dans l'after. Globalement, tous les journalistes se sont exprimés là-dessus. Juste après le match contre Toulouse, il nous dit que la deuxième mi-temps avait été moins maîtrisée, qu'il avait préféré la première mi-temps. Et donc tout le monde lui est un petit peu tombé dessus en disant comment c'est possible de préférer une équipe sans Mbappé et Dembélé sur le terrain, comment c'est possible de se satisfaire d'une mi-temps où certes tu as le ballon, mais le but du foot c'est marquer des buts et tu ne te crées pas d'occasion. Et c'est là où les analyses étaient complètement biaisées parce que tout le monde qui tombait sur Enrique pour cette... Luis Enrique, puisque c'est son prénom, je crois. Tout le monde qui lui tombait dessus pour cette déclaration disait « Oui, il préfère le foot stérile où t'as pas d'occasion. » Mais j'ai envie de dire, je suis pas d'accord, parce que la première mi-temps face à Toulouse, personnellement, je l'ai adoré. Voilà, je dois dire. Contre Lorient, c'était vraiment pas fameux. Mais... Ce que je veux dire, c'est que là, hier, il nous dit que l'ensemble du match a été contrôlé, qu'il faut trouver un équilibre en fonction des entrants, donc il revient un petit peu sur ses propos par rapport à la deuxième mi-temps. Pas de problème, pas de problème. Évidemment que je préfère avoir Mbappé et Ousmane Dembélé dans mon équipe, vous connaissez mon avis sur Dembélé, j'ai vraiment hâte de le voir titulaire ce soir, voir ce qu'il va faire. Mais attention, sur la première mi-temps contre Toulouse, on a atteint un niveau de contrôle où il ne se crée pas une seule occasion franche, pendant que toi, il ne faut pas oublier l'occasion de Gonzalo Ramos sur le centre de Ruiz en fin de première mi-temps, sur le centre en retrait d'Hakimi, le penalty qui doit être sifflé sur ce même Ramos alors qu'il est hors jeu, là pareil c'est un fait de jeu qui est quand même pas du tout à ton avantage, c'est un manque de chance. Hakimi l'occasion alors qu'il est lancé par une louche de Vitinha, Vitinha la frappe, c'est en première mi-temps, la frappe qui passe vraiment juste au-dessus du cadre, sur corner tu mets le feu une ou deux fois, donc voilà, il y a eu un volume d'occasion en première mi-temps contre Toulouse qui n'est pas à sous-estimer en fait. Moi personnellement cette mi-temps je l'ai vraiment aimé, voilà, ça se joue à pas grand-chose pour ouvrir le score. Bon bref, demain, aujourd'hui, ça va être un tout autre match. Il va falloir être beaucoup plus clinique devant, comme je l'ai dit. Voilà. Jouer un peu plus long,
parce que tu vas avoir une équipe qui va te presser beaucoup plus. Tu pourras pas faire du jeu en une touche comme tu as fait contre Toulouse et ces joueurs attentistes de la semaine dernière, parce que tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir dos au jeu comme ça, avec des joueurs qui n'arrivent pas à se mettre face dans le sens du jeu très rapidement. Tu risques de te faire bousiller au duel, de perdre beaucoup de ballons. Donc il va falloir jouer beaucoup plus long. Et j'ai hâte de voir la responsabilisation de Donnarumma, qu'on a globalement très peu vu en début de saison. Déjà parce qu'il est peu sollicité, ça c'est une très bonne nouvelle de le voir faire beaucoup moins d'arrêts que la saison dernière, encaisser moins de buts accessoirement qu'un seul. Et nos défenseurs aussi à la relance, voilà, les voir un petit peu jouer plus long parce qu'ils vont être pressés, ils vont avoir un petit peu moins de confort, voilà. Ugarte aussi, Ugarte, même si lui, je me fais pas trop de soucis pour lui, j'espère ne pas lui porter malheur, hein, on espère qu'il va pas nous faire de bourde, mais voilà, j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça va être géré. Évidemment, la question de l'équilibre avec Dembélé et Mbappé. Et pour revenir à Luis Enrique, donc il a parlé de Marco Verratti. Verratti, il a dit mes discussions avec lui, je vais les garder privées. Et il insiste beaucoup sur les discussions. Ça veut dire qu'on a un entraîneur qui a beaucoup parlé avec son joueur. J'en conclus que Luis Enrique ne compte pas sur Verratti. Je pense que ça c'est assez clair quand même, hein, quand il te dit que ses actes valent beaucoup plus que ses paroles et vont nous montrer un petit peu quelles sont ses volontés. Ben, le mec ne le convoque pas sur les 3 premiers matchs. Je vois pas comment tu peux avoir une analyse inverse. Voilà, donc Luis Enrique ne compte pas sur Marco Verratti, insiste sur les discussions, donc je pense qu'on a un entraîneur qui a trouvé un joueur qui ne semble tout simplement mentalement pas prêt à entamer une saison au très haut niveau. Alors physiquement, ça je pense que tout le monde le sait, visiblement il serait revenu avec des kilos en trop. Quand tu prends les photos qu'il poste sur Instagram quelques jours avant la reprise, tu vois pas un joueur qui est gras, hein, plutôt un joueur voilà, qui est plutôt fit. Alors après, les photos Insta, évidemment, c'est pareil, c'est un fléau à chaque fois, hein, parce que c'est difficile de juger là-dessus. Mais voilà, je pense que Luis Enrique a cette analyse-là, voit un joueur qui mentalement n'est pas prêt. De l'autre côté, bien évidemment, tu as Marco Verratti qui, je pense aussi, a demandé à partir. Maintenant, le grand problème, c'est que les deux me semblent être sur la même longueur d'onde. Pourquoi tu n'as pas bouclé le dossier beaucoup plus tôt? Pourquoi nous sommes le 26 août et Marco s'entraîne toujours avec le groupe pro sans être des équipes le week-end? Aujourd'hui, on nous annonce que la probabilité qu'il reste prend de l'épaisseur. Alors bien sûr, si on parle très objectivement, on est content pour le joueur. Maintenant, pour le joueur qu'il est, parce que mentalement, défaillant ou pas, ça n'en reste pas moins le meilleur milieu de l'effectif aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, s'il reste cette saison, il va falloir que l'homme suive en fait, que l'homme soit prêt et que mentalement il soit là. Voilà. Je l'ai toujours dit, je ne sous-estime pas la volonté du joueur qui a écouté des offres d'Arabie Saoudite, s'est mis d'accord avec des clubs du Golfe et ça en dit long sur la mentalité, sur l'usure du joueur dans cette dimension-là, usure qu'on peut comprendre. Mais le problème, c'est que s'il reste, on la comprendra moins. Il va falloir qu'il se mette au diapason tout de suite, ce bon vieux Marco. Par contre, là où je comprends pas Luis Enrique, c'est qu'il nous dit, ouais Marco, 10 sur 10 en tant que joueur et pour le vestiaire dans le professionnalisme et tout ça. Réintègre-le s'il est 10 sur 10. Fais-le jouer tout simplement. Voilà, c'est là où je comprends pas trop. Et va se poser la question de la fin du mercato en Arabie, parce qu'elle se finit 20 jours après le nôtre. Du coup, Marco, est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être là contre Lyon le 3 septembre? Est-ce qu'il sera là contre Nice le 17? On ne sait pas. Est-ce qu'il va jouer avec sa sélection entre-temps, puisqu'il va y avoir une trêve internationale, chose qui serait un petit peu lunaire? On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais c'est comme avec Mbappé en fait. Comme avec Mbappé quand il était au loft, et je disais attention, si au final il reste au 1er septembre dans l'effectif, et que entre temps on a perdu des points parce qu'il n'est pas sur le terrain avec nous et nous fait pas gagner les matchs, on pourra s'en mordre les doigts. Alors évidemment, il est rentré contre Toulouse 20 minutes, il nous a pas fait gagner, on a fait que match nul, mais bon, c'était une entrée, hein, c'était pas une titularisation. Là, je dirais pareil sur Verratti, tu vois, si ce soir on fait match nul ou on perd, mais même contre Lorient et Toulouse, c'était criant que Marco te manquait autant que Mbappé en fait, pour les ouvertures et tout ça, c'était criant. Voilà. Donc si on continue à perdre des points sans Marco et qu'au final il est réintégré et il fait la saison avec le PSG,
j'en voudrais à la direction pour cette gestion cet été qui aura été un petit peu calamiteuse. Alors Al Ahly, club saoudien qui s'intéressait à lui, ont signé Gabri Veiga. Al Hilal semble un petit peu hors course. Il y a Al Arabi, je crois, au Qatar, qui pousse un petit peu. On va voir si on réussit à faire une magouille, puisque le club veut 80 millions et pas 50 comme les clubs du Golfe nous le proposaient dernièrement. Donc on va voir. Et aussi Luis Enrique, l'autre dinguerie qui te sort, c'est qu'il te dit au milieu, toutes les options que j'ai actuellement me conviennent très bien. Et ça, c'est... Mais ça, les gars, en fait, le club me fait penser que je suis le dernier des débiles, quoi. Parce que je comprends rien. J'ai l'impression d'être largué, j'ai l'impression d'être con, tout simplement. Voilà, le club me fait passer pour un abruti. Je comprends pas. Cette gestion du milieu, je comprends pas. Luis Enrique qui te dit que toutes les options aujourd'hui lui conviennent. Je suis sûr que même Luis Campos, qui l'année dernière avait quand même critiqué le mercato, on peut pas lui enlever ça, chez Rotten, alors même s'il l'avait orienté sur Antero Henrique, il s'était dédouané, il avait quand même dit le fait que le mercato était loupé. Galtier aussi le disait dès le 1er septembre. Là, Luis Enrique, le mercato est même pas fini, qui te dit qu'il est content au milieu de terrain. Ça, pareil, je comprends pas trop, en fait, parce que tout le monde est d'accord. Enfin, là ça fait très longtemps que le club n'avait pas mis tout le monde d'accord. Même Daniel Riolo le dit. Ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. Voilà. Et on y reviendra plus tard dans la vidéo. Bon, Gonzalo Ramos, forfait. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais aimé le voir face à une équipe un petit peu plus libérée, un bloc un peu moins resserré, où il aurait eu plus d'espace, bien évidemment. Peut-être aussi plus d'occasions. À la perte, très important. À la perte... Tu vas inclure Dembélé et Mbappé dans ton 11. Gonzalo Ramos aurait pu prendre le lead du contre-pressing parce qu'on sait très bien que il court beaucoup, ses courses sont très intelligentes et donc il aurait pu un petit peu emmener dans une sorte d'osmose Mbappé et Dembélé. Là, bon, il sera remplacé soit par Asensio, soit par Ekitike. Les deux ne sont pas férus de pressing en fait. Voilà. Asensio apparaît... en fait, les deux sont assez nonchalants, hein, Ekitike comme Asensio. Sur les premiers appuis, par exemple, sont pas forcément rapides. Voilà, font pas des mouvements très directs, disons. Et puis surtout, son jeu en une touche, dos au but. Là, je pense que... Alors, contre un bloc resserré... Et surtout, avec les joueurs qu'il avait autour de lui, ça servait pas à grand-chose de jouer en une touche. Mais là, avec Dembélé et Mbappé, qui sont des joueurs que tu dois servir le plus rapidement possible. Voilà, tu dois pas multiplier les touches, tu dois les trouver le plus efficacement possible, qui sont des joueurs qui, eux, vont probablement faire la touche de trop. Avoir Gonzalo Ramos qui va leur passer le ballon très rapidement pour qu'ils aient beaucoup d'espace dès le contrôle, pour se retrouver en 1 contre 1 et tout ça, c'est dommage. C'est dommage parce que derrière, tu vas le remplacer par Ekitike et Asensio, deux joueurs qui ne sont pas en confiance. Asensio, par exemple, contre Lorient, son grand défaut, c'est qu'il garde le ballon trop longtemps. Et donc vraiment, je suis déçu. Parce que Gonzalo Ramos, on peut tout dire. Alors, il n'est pas forcément en confiance, hein, parce qu'il a loupé... il y a eu les occasions manquées contre Toulouse. Il est sur 2 matchs sans marquer. Donc forcément, un attaquant, quand il ne marque pas, on ne peut pas dire qu'il est en confiance. Mais malgré ça, il continue à jouer en une touche quand il est dos au but, quand il décroche. Pour moi, ça, c'est, tu vois, dans cette dimension-là, c'est une vraie perte. C'est une vraie perte parce que Ekitike, ses mouvements étaient plus naturels lors de la préparation au Japon que sur la saison dernière. On a l'impression qu'on a un joueur qui a quand même un petit peu retrouvé son football, qui est en instance de départ très clairement, mais qui, je pense, a la confiance de son entraîneur parce que, à la différence de Verratti, lui, il est convoqué en fait. Il est convoqué, Luis Enrique semble l'apprécier, c'est ce qui se dit dans les médias, semble vouloir le garder, mais c'est plutôt Luis Campos qui pousse en la faveur d'un départ. Donc voilà, je suis assez déçu. Bon bref. Alors Bradley Barcola, hier Fabrice Hawkins a annoncé que Barcola a vu sa direction lyonnaise pour leur demander de partir. Hugo Guillemet, qui a des sources plutôt axées direction OL, Textor et tout ça, indique que c'est faux, qu'il a vu sa direction mais qu'il n'a pas demandé explicitement son départ. Donc bon, démêler le vrai du faux là-dedans, je suis plus team Fabrice Hawkins. Pourquoi ? Parce que déjà sur le mercato parisien il a fait ses preuves, et Hugo Guillemet est très orienté direction lyonnaise, qui ne veulent pas s'en séparer, donc forcément j'ai l'impression d'avoir un petit porte-parole. Même si attention, Fabrice Hawkins est aussi le porte-parole des agents, hein. Sur le dossier Ousmane Dembélé, il a l'exclu. Au final, ça se fait, mais l'exclu, on sait très bien de qui il la tient.
Moussa Sissoko. Alors, Loïc Tanzi nous dit que les Lyonnais voudraient des joueurs et pas d'argent. C'est exceptionnel, moi ça m'a fait rire parce que d'habitude c'est l'inverse. D'habitude les clubs en face ne veulent pas de nos indésirables pour faire baisser la note pour recruter un de leurs joueurs. Là c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que Lyon ont des problèmes vis-à-vis de la DNCG et donc ne peuvent pas vraiment faire de transferts, sortir des liquidités, tout ça, pour faire des transferts à proprement dit. Donc ils pourraient se servir un petit peu. Maintenant, quand on voit les salaires, en réalité ce sera un jeune ou rien quoi. Ce sera Ousni, Garbi, Pembele, et les autres, les Draxler et tout ça, c'est difficile à envisager, sachant que si les mecs signent là-bas, déjà il faudrait qu'ils le veuillent, et ensuite le salaire serait complètement démentiel. Sur ce dossier-là, faut vraiment... Alors parce que on est tellement bassiné avec Bradley Barcola depuis un mois, il y a un mois c'était une belle opportunité, et tu te disais ouais il faut le faire, mais là... tu forces tellement que tu as l'impression que c'est le crack du siècle, que le PSG veut absolument le signer parce que c'est l'opportunité du siècle, alors qu'en réalité, tu recrutes beaucoup dans ton secteur offensif, et si tu fais Kolo Muani, recruter Barcola en plus, donc ça veut dire que tu délaisserais le milieu de terrain pour recruter un autre ailier. Alors moi je suis pas forcément contre, j'aime beaucoup le joueur, notamment parce que c'est quelqu'un qui, à la différence de Dembélé, va plus prendre la profondeur que demander le ballon dans les pieds, mais... Et aussi va avoir une belle connexion avec son numéro 9. Moi, ce qui me hype un peu, c'est qu'avec Lacazette, la saison dernière, il avait une belle connexion. Là, tu peux l'imaginer avec un Randall ou avec un Gonzalo Ramos, tu vois. Maintenant, en faire la priorité comme ça, je me dis, ouais, c'est un peu bizarre. Maintenant, il faut toujours avoir en tête que l'agent est George Mendes et que du coup, il utilise les médias pour essayer de forcer un peu le truc. On sait très bien que c'est celui qui veut le plus faire le transfert. Des trois parties, c'est l'agent qui veut le plus réaliser le transfert. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Je pense qu'on est face à une action de lobbying de la part de Mendes qui est assez monumentale. Tu me diras, il faisait pareil avec Gonzalo Ramos. Dès la mi-juin, on avait les informations en Espagne, au Portugal, comme quoi le PSG voulait recruter le joueur machin chouette. On les prenait pas trop au sérieux parce que pendant un mois, on avait toutes les semaines la fameuse info, le PSG s'intéresse à Gonzalo, le PSG est d'accord avec Gonzalo, machin, et au final, ça s'est fait en quelques jours. Donc, peut-être que Bradley, ça pourrait être la même chose. Le joueur voudrait venir, alors là, on comprend un petit peu moins parce que en matière de temps de jeu, voilà, ça pourrait faire un peu une Hugo Ekitike parce que tu recrutes beaucoup dans ce secteur-là. Asensio, Lee Kang-in, Randall, Kolo Muani si tu le fais, Gonzalo Ramos, Dembélé, Mbappé s'il reste. Voilà, pour Barcola, il n'y aurait pas beaucoup de place. Moi, je comprendrais plus pour le club que pour le joueur, une signature comme ça. Bon, bref. Et ce qui me gêne, bien sûr, c'est que si tu fais Kolo Muani et Barcola, sans milieu de terrain, là, ce sera quand même un peu déséquilibré, quoi. Les mecs, t'as beau être fournis offensivement, s'il n'y a personne pour leur délivrer les ballons. Parce qu'en fait, ce qui me fait rire, c'est les gens qui tabassent Luis Enrique parce que quand Luis Enrique te dit il faut plus de contrôle, moins d'attaque rapide, les gens disent ouais, Enrique veut pas jouer sur la qualité de ses joueurs, Dembélé et Mbappé, tu dois jouer en contre. Oui, avoir du contrôle, ça t'empêche pas, selon moi, de relancer rapidement sur des phases de 6 mètres par exemple. Ce soir contre Lens, je suis sûr qu'on en verra. Hakimi contre Lorient, il a des contres en fait où il est lancé. Je suis sûr que Luis Enrique, voilà, les contres joués rapidement, des joueurs comme Kolo Muani, Mbappé, Dembélé en auront. Voilà, en auront sous Enrique. Pour moi, le plus gros problème en fait, c'est pas la volonté de l'entraîneur. C'est plus le fait qu'aujourd'hui au milieu de terrain et en défense, est-ce que tu as les profils qui à la relance vont te faire les passes qui cassent les lignes et qui vont chercher Mbappé dans la profondeur et tout ça. La réalité, c'est que non. Voilà, aujourd'hui, les profils sont un petit peu trop neutres, tout simplement. Kolo Muani, alors, tous les partis pensent que le transfert va se réaliser selon l'équipe Loïc Tanzi, même s'il n'y a pas d'avancée significative ces derniers jours. Fabrizio Romano, pareil, optimisme chez les deux clubs. Bon, quand les informations comme quoi le PSG est optimiste commencent à sortir dans la presse, ça sent pas bon. Le PSG confiant dans la presse, en général, ça se fait pas. Il y a un théorème qui dit ça. L'année dernière, j'aime bien faire ce parallèle avec Milan Skriniar, parce que l'année dernière, Skriniar, ça traîne. Le dernier jour du mercato, c'est un petit peu fou. Nasser reprend le dossier, fait une ultime offre. Mais l'ultime offre, elle n'est pas démentielle. Il propose pas les 70 millions que l'Inter veut. Il propose 55 et des bonus, tu vois.
Est-ce que le PSG va faire une folie sur Colomani? C'est toute la question. Est-ce qu'on va se rapprocher des 100 millions demandés? C'est toute la question. Parce que là, je crois qu'on est à 70 fixes avec les bonus. La question du Go Ekitike. Donc on va voir. Le PSG n'avait pas fait de folie sur Skriniar l'année dernière. Est-ce que Nasser va continuer? C'est toute la question. Et encore une fois, Francfort n'a pas de soucis financiers, ils n'ont pas forcément besoin de le faire partir. S'ils le font partir, il faudra absolument le remplacer, donc plus le temps passe, plus la probabilité de faire le dossier s'amincit tout simplement. Ils ont proposé un contrat avec Ekitike, mais visiblement ils préféraient la première ligue. Hein. Le Milan AC, ça s'est un petit peu dégonflé la rumeur, parce que Ekitike préférait aller en Angleterre, où West Ham s'intéresse à lui. Alors, pour revenir au milieu, ce que je comprends vraiment pas, c'est que, en fait, pendant tout l'été, on avait des infos comme quoi le PSG voulait recruter, mais même après les recrutements d'Ugarte, Lee Kangin, Asensio que tu peux imaginer en numéro 10, même après ces recrutements, on nous disait dans la presse que le PSG voulait recruter un milieu athlétique et un milieu créatif, grand, qui sait se projeter, qui connaît le dernier tiers. Le problème, c'est que là, en fait, du jour au lendemain, tu as abandonné ces deux profils que tu avais sur ta shortlist. On s'est intéressé à Gabri Veiga, ça a été quand même très chaud à un moment donné. Matheus Nunes, de Wolverhampton, là, qui intéresse plus Manchester City. Sangaré, le milieu ivoirien du PSV Eindhoven, s'est tombé aux oubliettes du jour au lendemain. C'est vraiment... En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est que le club, du jour au lendemain, a abandonné ses volontés au milieu de terrain, ce qui est très dommageable en fait. Et c'est là où je vous dis, j'ai l'impression de passer pour un abruti, parce que pendant tout l'été, on a eu plein de pistes et tout ça. Et c'est dommage, parce que les pistes étaient vraiment séduisantes, quoi. Gabri Veiga, bon, au final, on le regrette pas parce qu'il va en Arabie, voilà, c'est tant pis pour lui. Par contre, Matheus Nunes, quand tu vois qu'il est pisté par City, bon, ça veut dire que le mec a quand même quelques qualités, quoi. C'est comme Jérôme Rotten qui tabasse Jérémy Doku qui signe à City en disant c'est un tout droit. Pardonne-moi, je pense que entre les scouts de Manchester City, Pep Guardiola et Rotten sans flamme, l'émission PMU tous les jours à 18h, je préfère écouter City qui ont mis 60 millions sur ce joueur qui, je pense à leurs yeux, n'est pas qu'un tout droit. Voilà, c'est tout simplement un des meilleurs dribbleurs d'Europe, hein, au cas où Jérôme Rotten n'avait pas les datas en tête, bon bref. Rotten-Riolo, c'est vraiment un duo, mais la peste et le choléra. Limite, voilà, quand je vois, je suis content que Dugarry soit revenu, parce que Dugarry, moi, Dugarry, je l'aime bien. La réalité, c'est que Dugarry, je trouve que, voilà, dans Rotten sans flamme, là, il apporte, il tabasse Rotten, et je suis content. Il apporte un petit peu de contre-courant, de contrebalance, voilà. Et puis même ses avis, globalement, à 60% du temps, je suis un peu d'accord avec lui. C'est comme Pierre Dorian, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans l'After, c'est exceptionnel, parce que lui, globalement, quand il parle du PSG, je suis quasi toujours d'accord, alors que c'est quand même quelqu'un qui vient du Moscato Show, qui, pareil, n'est pas l'émission du siècle, hein. Vincent Moscato, là, bon, voilà, c'est ce bon vieux Pierre Dorian vient de loin, et avoir d'aussi bons avis, alors que tu sors de là, c'est respectable, c'est tout à fait respectable. Voilà. Mais ça n'en reste pas moins que Riolo Rotten, la plaie de notre paysage médiatique. Bon bref, bon voilà. Je pense que dans les prochains jours, les gars, pour expliquer le non-recrutement au milieu, notez bien, on va avoir l'excuse du fair play financier. L'excuse du fair play financier qui ne sera pas valable parce que tu fais un mercato à 300 millions qui pourrait aller jusqu'à 400. Le deuxième mercato le plus dépensier de ton histoire derrière 2017. La folie totale. Craquage complet de la part du club. Et si on nous sort l'excuse du fair play financier, là ce serait la cerise sur le gâteau du foutage de gueule médiatique. Bref. Gabri Veiga à Lali pour 3 ans, 12 millions et demi de salaire, c'est dingue, hein. Ça a beaucoup fait parler parce que le mec fait x25 sur son salaire. Et encore une fois, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas abordé, la durée des contrats. C'est comme Neymar. Les mecs font un transfert à 80 millions sur Neymar pour un contrat de 2 ans. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, en Europe, dans le foot en général, quand tu mets une telle somme, c'est pour avoir un contrat de 5 ans. Le mec, derrière, ils vont pas avoir de retour sur investissement parce qu'il va repartir en Europe gratuitement. C'est la folie. Là, Gabri Veiga, il repart 3 ans. Et moi, c'est une des folies que j'aimerais mettre en avant parce que, voilà, évidemment, ce qui fait parler, c'est plus l'argent qui est dépensé. Mais la durée des contrats me fascine, quoi. Les mecs signent 2-3 ans.
Les Saoudiens vont avoir aucun retour sur investissement. Les mecs ne vont pas s'inscrire sur la durée, vont prendre leur cacheton et se barrer, mais c'est absolument dingue, quoi. C'est absolument dingue. Alors après, de l'autre côté, le mec, 21 ans, x 25 pour sa famille, personnellement, je le comprends aussi, quoi. Passer de 500 000 euros par an à 13 millions, c'est la folie totale. Passer de 500 000 imposables à 13 millions qui sont nets d'impôts, c'est en perdre la tête, quoi. Voilà. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir, bien évidemment, pour le débrief de ce PSG Lens que j'attends de pied ferme. Voilà, ce match très très intéressant. Et puis avant cela, passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao les amis. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et allez parier avant tout. Ciao les amis.